De la Crimée à Krasnodar, de nouvelles installations clés de l'industrie pétrolière de Poutine continuent de brûler. Et les forces de drones des forces armées ukrainiennes ont, rien qu'au cours des 9 premiers jours d'avril, détruit 9 systèmes de missiles anti-aériens des occupants. Je vous donnerai tous les détails très bientôt. Ce n'est pas un simple lopin, c'est la terre ukrainienne. Zelensky a répondu très fermement à J.D. Vance et a annoncé une possible reprise des négociations dans un avenir proche. Donald Trump a de fait lancé un ultimatum aux partenaires de l'OTAN et a appelé à se souvenir du Groenland, le qualifiant de gros morceau de glace mal géré. Il a aidé l'Iran et signé un plan secret avec Poutine 2 jours avant les élections. D'Orban, le sol brûle sous ses pieds à cause de nouveaux faits scandaleux sur son maintien au pouvoir en Hongrie. De tout cela et bien plus encore. Nous en parlons en détail dès maintenant. Et s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker cet épisode. Le président Volodymyr Zelensky a déclaré qu'une réunion trilatérale avec les États-Unis sur la fin de la guerre déclenchée par la Russie contre l'Ukraine aurait lieu prochainement, mais son format n'est pas encore définitif. Citation : « Il y a eu une discussion avec des représentants de l'équipe du président des États-Unis et nous avons convenu qu'une réunion trilatérale aurait lieu prochainement. Ou bien il y aura un format où le groupe américain viendra chez nous, probablement, puis ira chez les voisins », a déclaré Zelensky. Le président ukrainien a souligné que la question clé reste les garanties de sécurité, ce qui inclut le financement de l'armée après la guerre, la livraison de systèmes de défense aérienne et un mécanisme clair de réaction des États-Unis et de leurs alliés en cas de nouvelle agression. Zelensky a également répondu à la récente déclaration du vice-président des États-Unis, J.D. Vance, concernant le marchandage d'un lopin de terre de quelques kilomètres lors des négociations entre la Russie et l'Ukraine. Selon Zelensky, ce n'est pas un simple lopin, mais la terre ukrainienne qui a une importance stratégique, est fortifiée pour la défense et reste le foyer de centaines de milliers de personnes. Il faut comprendre plus profondément ce qu'est un lopin et ce qu'est le territoire réel de l'Ukraine, a-t-il souligné. Zelensky a aussi ajouté que l'occupation de tels territoires pour la Russie n'est pas un résultat symbolique, mais une tête de pont pour une nouvelle offensive contre les villes ukrainiennes. Menace depuis la Transnistrie. Poutine veut créer une zone tampon à la frontière avec la République non reconnue, près de la région de Vinnytsia en Ukraine. De plus, les occupants comptent créer des zones tampons aux frontières des régions de Tchernihiv, Soumy et Kharkiv. Voyons quel est le danger. Le Kremlin prévoit de créer une zone tampon dans la région de Vinnytsia du côté de la Transnistrie. C'est ce qu'a déclaré Pavlo Palissa, chef adjoint du bureau du président, dans une interview récente. Le général de brigade a parlé des plans de la campagne de printemps-été des Russes, parmi lesquels les occupants envisagent pour la première fois de créer une zone tampon dans la région de Vinnytsia. Les Russes sont même inclus dans leur plan un point sur la création d'une zone tampon dans la région de Vinnytsia du côté de la Transnistrie non reconnue. C'est la première fois que des plans de cette nature sont enregistrés chez eux. Pavlo Palissa, général de brigade des forces armées ukrainiennes. On parle du danger venant de la Transnistrie depuis le tout début de l'invasion à grande échelle. Et l'armée ukrainienne est prête face aux provocations du contingent russe en Transnistrie. Rendre ce plan public est une mesure préventive qui prive l'ennemi de l'effet de surprise. En Transnistrie, il y a effectivement un contingent militaire russe et une population pro-russe que Poutine pourrait utiliser pour créer des tensions supplémentaires et détourner les forces ukrainiennes d'autres fronts. Les citoyens doivent accueillir ces informations avec calme et agir de manière constructive, être plus vigilants et préparer la population locale aux menaces potentielles, et maintenir la préparation défensive du pays. Ivan Timoshko, observateur militaire. Des régions spécifiques, des zones tampons et la capture possible d'Odessa et de Mykolaïv. Enfin, ce ne sont que des fantasmes de la Fédération de Russie. Ils les ont exprimés à plusieurs reprises. Poutine l'a dit lors d'une réunion du Conseil du ministère de la Défense, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de réserve, pas de potentiel et pas de motivation systémique. Et il le comprend lui-même. Le chef adjoint du bureau du président, Palissa, a expliqué que les Russes prévoient toujours de créer une zone tampon dans les régions de Kharkiv, Soumy et Tchernihiv, ainsi que de tenter de s'emparer de Zaporijia et de Kherson. À plus long terme, ils visent la capture des régions de Mykolaïv et d'Odessa. Certes, leur attention principale cette année sera concentrée sur le Donbass. Et si les conditions leur sont favorables, ils intensifieront leurs efforts dans la direction sud. Il s'agit de l'Alexandrivske et de tous les axes de Zaporijia. Pavlo Palissa, général de brigade des forces armées ukrainiennes. Le général de brigade Palissa a aussi précisé que les occupants changent sans cesse leurs plans et leurs délais, faute de moyens et de forces pour les réaliser.
Ils annoncent ces plans. Oui, ils préparent des réserves pour prendre la région de Donetsk, des objectifs fixés, disons-le franchement, des dizaines de fois. Nous avons noté 23 échéances différentes pour Pokrovsk. Depuis septembre 2025, ils prévoyaient de s'emparer de Pokrovsk. Pour l'instant, ce n'est pas fait. Je ne parle même pas du Donbass et encore moins de 5 régions d'Ukraine. C'est-à-dire que c'est irréaliste. Actuellement, selon les renseignements ukrainiens et britanniques, l'armée a sa meilleure position au front depuis 10 mois. L'Ukraine a l'avantage sur pratiquement tous les types de drones. Et les pertes humaines russes dépassent leur capacité de renouvellement des réserves. Il ne peut donc être question d'une zone tampon, surtout dans la région de Vinnytsia. C'est exclu. Durant les 9 premiers jours d'avril, les pilotes de drones des forces de système sans pilote ont détruit 9 systèmes antiaériens. Parmi les cibles détruites figure le système Tor M1. Le commandant Robert Brovdi, alias Magyar, a communiqué ses résultats opérationnels. Cette mission réussie a été menée par le premier centre des forces de système sans pilote. La dernière cible neutralisée était un système de missiles antiaériens Tor. Des équipements ennemis ont été attaqués dans les territoires occupés de la région de Donetsk. Selon Adyar, c'est le 9e système antiaérien touché par les unités des SBS depuis début avril. Les occupants ont tenté de riposter aux drones ukrainiens et en ont même abattu 2. Mais malgré cela, les pilotes des SBS ont réussi à atteindre le matériel ennemi. Des drones ont également attaqué une station de pompage de pétrole destinée à l'exportation dans la ville de Krimsk, dans la région de Krasnodar, en Russie. C'est un site important de l'infrastructure pétrolière, faisant partie du réseau des oléoducs principaux. La station appartient à la structure de Chernomor Transneft et est l'une des plus grandes de la région. Un incendie s'est déclaré après l'attaque des drones. Au total, les habitants auraient entendu plus de 20 explosions en 1 heure. Des coupures de courant ont également été signalées. De plus, les pertes russes en mars ont augmenté de près d'un tiers grâce au travail des systèmes de drones ukrainiens. C'est ce qu'a déclaré le commandant en chef des forces ukrainiennes, Oleksandr Syrsky. Selon lui, les unités de drones sont devenues un facteur clé de l'avantage des forces de défense sur le front. L'Ukraine a commencé à utiliser des bombes au graphite, l'intelligence artificielle et s'est affranchie des composants chinois. Nous vous en disons plus dans la suite de ce reportage. Les fabricants ukrainiens ont réussi à réaliser une percée dans le domaine des drones. Les fabricants ukrainiens gardent secrètes les données sur les nouveaux drones, mais en Russie, on commence déjà à se plaindre que combattre l'Ukraine est devenu encore plus difficile. Comme ici, par exemple, le commandant d'Akhmat, Apti Alaoudinov, qui n'avait jamais parlé de drones prétendument abattus avec une mine aussi déconfite. Il faut noter que la situation a changé précisément en ce qui concerne les drones. L'adversaire dispose désormais de nouveaux modèles de drones. Ces derniers jours, nos gars ont abattu plusieurs drones de cette catégorie, mais nous les avons déjà étudiés. En laboratoire, on a regardé ce que sont ces drones. Apparemment, c'est une production conjointe Ukraine-Allemagne ou Ukraine-France. Ce sont des drones modernisés. Les drones compliquent autant la logistique des occupants que leur vie. Voici ce dont parle Alaoudinov, le drone martien. Les drones opèrent de jour comme de nuit. On ne les entend que dans les dernières secondes du piqué, comme sur la vidéo. Ils ne sont pas détectés par les capteurs habituels et sont protégés contre le brouillage. De plus, comme l'écrivent les Russes eux-mêmes, la qualité d'assemblage est très élevée. Et il se dit que ces drones sont déjà dotés d'intelligence artificielle. Alaoudinov assure à tout le monde qu'il connaît déjà toute la technologie de ces drones. Mais nos experts ne sont pas d'accord avec cela. Au niveau tactique, il existe toute une série de solutions permettant de contourner le brouillage russe. Notamment, par exemple, les fréquences, l'utilisation de câbles à fibres optiques et ainsi de suite. Apti Alaoudinov n'est pas en soi un spécialiste des questions radiotechniques. C'est juste le porte-parole d'Akhmat, rien de plus. C'est pourquoi Apti ne parle pas beaucoup de ces drones. Il admet simplement, l'air triste, que les drones sont là et dangereux. De plus, les soldats russes se plaignent que l'Ukraine utilise des drones à bombes au graphite. Non, ce ne sont pas des drones nucléaires. L'atout de cette arme est qu'elle neutralise l'électronique sans destruction physique, sans raser les bâtiments. Comme élément de frappe, même sans effectuer de tir de précision sur une cible isolée, si cette fine poussière de graphite se dépose sur des câbles électriques ou sur d'autres composants. Cela perturbe la transmission et entraîne alors des pannes majeures.
Si l'on prend par exemple un système de défense aérienne, c'est-à-dire un complexe de missiles sophistiqués, et qu'un tel projectile venait à le toucher, il ne sera pas détruit, certes, mais il pourrait tout de même subir des dégâts importants. Mais vu sa composition particulière, il peut en effet couper toute communication et même court-circuiter les liaisons internes. L'Ukraine progresse technologiquement et cette avancée semble sans fin, ce qui est très réjouissant. De plus, selon la société ukrainienne General Chereshnya, une grande usine souterraine sera bâtie en Ukraine pour produire des composants de drones avec la firme croate ORQA, leader mondial du secteur. L'objectif ? L'indépendance totale vis-à-vis des composants chinois. Alors que la Russie accroît sa dépendance, l'Ukraine renforce ses propres capacités. Actuellement, l'Ukraine intensifie la production et la modernisation de ses drones. Mieux encore, elle commence même à les exporter. Les fabricants de drones ukrainiens figurent désormais dans le top 100 mondial. Et il semble que la démilitarisation que souhaitait tant Poutine ait lamentablement échoué, tout comme la prise de Kiev en 2 ou 3 jours. D'ici 2026, l'Ukraine sera sans aucun doute le pays leader mondial pour divers systèmes de drones, tant au niveau tactique que stratégique, pour frapper l'ennemi. Nous avons donc beaucoup à partager avec nos partenaires mondiaux sur ce plan. La guerre a évolué, elle est plus technologique et la tactique russe des assauts frontaux massifs ne fonctionne plus. Parallèlement, les correspondants de guerre russes doutent de plus en plus d'une possible victoire. Désormais, ce n'est plus l'OTAN qui forme les Ukrainiens, mais l'armée ukrainienne. C'est un constat amer, mais il faut accepter la réalité telle qu'elle est. L'armée et les militaires ukrainiens enseignent à l'OTAN la manière dont doit être menée cette guerre moderne. Et ce n'est plus un secret pour personne, de Polichinelle. Si, il y a quelque temps, on parlait de camps d'entraînement en Bavière ou en Saxe où l'on formait des soldats ukrainiens, aujourd'hui, tout a changé. Sur ces mêmes terrains, on forme désormais des soldats de l'OTAN. En fait, je vais être direct, mais ce que je vois et ce que je ressens, je sais que ça ne plaira pas à beaucoup, mais je vais le dire. Il s'avère que l'armée ukrainienne est plus forte que celle de l'OTAN. La soi-disant deuxième armée du monde ne suffit plus aux ambitions du vieux dictateur Poutine, et il est temps de l'accepter. Trump a lancé un ultimatum à l'Europe concernant le soutien militaire dans le détroit d'Ormuz. Dans les prochains jours, les États-Unis attendent des décisions concrètes concernant l'envoi de navires de guerre ou d'autres forces. De plus, Washington menace de retirer les troupes américaines des États qui ont fait preuve d'intransigeance. Le secrétaire général de l'OTAN, Mark Rutte, a informé les capitales de l'Union européenne que des décisions sur l'envoi de navires ou d'autres forces doivent être prises sous peu. Les États-Unis ne considèrent plus comme suffisantes les déclarations politiques qui ont été faites depuis le début de la guerre. Selon le chef de l'OTAN, les négociations avec Trump ont été franches et ouvertes. Cependant, plusieurs diplomates européens, informés des résultats de la rencontre entre Rutte et Trump, ont qualifié les exigences de Washington de véritables ultimatums. Trump lui-même a publié après la réunion un message sur Truth Social affirmant que l'OTAN n'avait pas soutenu les États-Unis quand c'était nécessaire et qu'une telle situation pourrait se reproduire, rappelant le cas du Groenland qu'il a qualifié de gros morceaux de glace mal gérés. L'Ukraine renforce ses positions au Moyen-Orient et en Afrique du Nord et cela porte déjà ses fruits. Les autorités libyennes, par exemple, ont autorisé les militaires ukrainiens à se baser sur leur territoire pour lutter contre la flotte fantôme de la Russie. Et ce n'est que le début, car les bénéfices de ce rapprochement pour l'Ukraine augmentent, tandis que pour le Kremlin, cela annonce de gros problèmes. L'Ukraine change les règles du jeu. Les portes sont ouvertes. D'abord des négociations à Istanbul, puis un voyage à Damas. De bénéficiaire d'aide, elle est désormais devenue un pays qui exporte notamment de l'assistance en matière de sécurité. Une alliance qui changera la carte du monde. Et c'est vraiment une percée majeure pour la diplomatie ukrainienne. C'est pourquoi le Kremlin commence à être sérieusement nerveux. Ce n'était pas seulement une initiative de Zelensky. Il y avait un intérêt pour l'Ukraine, pour ses technologies de défense. L'alliance repose sur des intérêts communs, où les partis ont un ennemi commun et une vision de ce que devrait être la région sans la domination de Poutine. L'Ukraine tente activement de s'implanter au Moyen-Orient et dans certains pays d'Afrique. Avant tout pour contrer l'influence et l'activité russe sous diverses formes. Le territoire syrien est considéré depuis de nombreuses années comme l'une de ses routes sud-nord. Oui, pour les ressources énergétiques du Moyen-Orient, notamment en raison de sa position géographique.
Être ami avec un tel pays est utile. Pour la première fois depuis le début des années 2000, les autorités ukrainiennes se sont rendues en Syrie, accompagnées de représentants turcs. Ravi de vous rencontrer. Comment allez-vous? Je vais bien. Content de vous voir. Et ce n'est pas seulement un geste diplomatique, mais une partie d'un jeu géopolitique bien plus complexe. Dans le contexte de la crise énergétique mondiale, le gouvernement et le président ukrainien sont intéressés par des approvisionnements stables en pétrole et produits pétroliers, ce qui permettra de répondre efficacement aux besoins de notre pays, ainsi que, par conséquent, la nature du soutien logistique, avant tout pour les forces de défense ukrainiennes. Damas se débarrasse de la présence militaire russe en Syrie, ne voulant plus dépendre de Moscou comme avant. Malgré le changement de régime, il faut rappeler que les Russes ont fui de façon précipitée. Oui, ils ont vraiment détalé de Syrie sans prendre le temps de s'organiser. Cependant, quoi qu'il en soit, ils continuent d'essayer de négocier au sujet de la base navale de Tartus, qui reste un point stratégique important pour eux dans la région. La liquidation des bases russes n'est plus qu'une question de temps. De plus, la Syrie, après le changement du régime de Bachar el-Assad, montre actuellement son éloignement de la Fédération de Russie. Il s'agit donc de liquider la présence militaire de la Fédération de Russie sur le territoire de ce pays. L'Ukraine s'est dite prête à contribuer à la sécurité alimentaire du Moyen-Orient. Cela ouvre de nouveaux marchés prometteurs pour les entreprises ukrainiennes. Un certain nombre de questions complexes ont été résolues lors de l'expansion, tant pour les liens économiques de notre pays avec divers partenaires étrangers que, surtout, pour l'expansion de la coopération technico-militaire. Avec les pays du Golfe Persique et la Syrie, la question de la mise à l'échelle a été abordée. De l'expérience ukrainienne réussie face aux armes aérobalistiques de l'ennemi. La Turquie a besoin de l'Ukraine comme partenaire ayant une expérience militaire réelle et des technologies de guerre modernes. En outre, la Turquie concurrence Moscou depuis des années au Caucase, au Moyen-Orient et en Asie centrale. C'est pourquoi l'Ukraine s'intègre progressivement dans la stratégie régionale turque. Grâce à l'impact des forces de défense ukrainiennes sur la flotte russe de la mer Noire, eh bien, au fond, les Turcs voient cela, comme toujours, avec plaisir. Ankara est considéré comme un hub régional clé par lequel des initiatives énergétiques impliquant l'Ukraine peuvent être réalisées. Car désormais, la Turquie, comme bien d'autres pays, limite sa coopération énergétique avec la Russie, y compris pour le gaz. Comme je l'ai dit, contenir l'influence russe dans cette région conjointement avec la Turquie, d'autant plus qu'une telle expérience existe déjà, par exemple en Libye, où, là encore, l'Ukraine coopère avec la Turquie en aidant le gouvernement libyen légitime, tandis que la Russie combat dans l'autre camp lors de la guerre civile. La Libye est un autre pays qui devient un nouveau front extérieur de la guerre contre la Russie. La partie ukrainienne élargit ainsi notamment les possibilités de pression sur la Fédération de Russie dans le domaine du blocus et de la logistique. Il s'agit de la capacité à assurer la présence militaire russe sur le continent africain et dans les pays du Proche et Moyen-Orient. Et surtout de réduire les possibilités de profits excessifs tirés de l'utilisation des navires de la flotte dite fantôme. Les militaires ukrainiens sont stationnés sur une base en Libye avec un accès à la mer. Selon les services de renseignement britanniques, la communauté du renseignement ukrainienne, notamment la direction principale du renseignement du ministère de la Défense de l'Ukraine et les forces d'opération spéciales, a réduit à un minimum historique la présence de la Fédération de Russie dans le bassin de la mer Noire. Et, selon toute apparence, l'expérience réussie de la confrontation avec la Fédération de Russie dans le bassin de la mer Noire sera désormais extrapolée directement au bassin méditerranéen. En mars, une frappe a été menée contre un pétrolier russe battant pavillon de la Russie. Le navire, qui transportait environ 61 000 tonnes de gaz naturel liquéfié, a été gravement endommagé. L'Ukraine ne frappe plus seulement l'arrière-garde russe en mer Noire, mais détruit également toute l'architecture d'exportation russe. La partie ukrainienne a décidé d'évincer la Fédération de Russie du marché alimentaire et, par conséquent, de celui des engrais minéraux, tant en Syrie que dans les pays du Golfe.
Ce n'est plus seulement une guerre pour le territoire, mais aussi pour les routes, les assurances, les sanctions, l'énergie et le droit de définir où s'arrête le front. Ainsi, et en premier lieu, la question de la sécurité ukrainienne au moment de la réduction des capacités de la Fédération de Russie à renflouer ses caisses et par conséquent à utiliser le continent africain comme base pour sa présence politico-militaire. Les experts notent que la plupart des accords conclus ont un caractère à long terme et leur mise en œuvre pratique dépendra de la poursuite du travail diplomatique et économique. En analysant le soutien à l'Ukraine et les alliances avec d'autres pays, on peut affirmer que le Kremlin n'est certainement pas gagnant actuellement. Le gouvernement britannique a averti la Russie de graves conséquences si Moscou continue de menacer les installations sous-marines britanniques dans l'océan Atlantique et a également révélé les détails d'une opération russe ratée. Le ministre britannique de la Défense, John Healey, a déclaré que Londres observait une augmentation de l'activité russe dans l'Atlantique Nord. Selon lui, les militaires britanniques ont repéré un sous-marin d'attaque russe de classe Akula et 2 sous-marins spécialisés de la direction principale de la recherche sous-marine de Russie. Comme l'a déclaré Healey, ces navires ont reçu l'ordre du dirigeant de la Fédération de Russie, Poutine, de mener une guerre hybride contre le Royaume-Uni et ses alliés, notamment autour des infrastructures sous-marines critiques. Les opérations contre les sous-marins russes, auxquelles ont participé plus de 500 militaires britanniques, ont duré plus d'1 mois et sont maintenant terminées, a rapporté Healey. Au président Poutine, je dis « Nous vous voyons, nous voyons vos activités concernant nos câbles et nos pipelines, et vous devez savoir que toute tentative de les endommager sera inacceptable et entraînera de graves conséquences », a déclaré le ministre. Le gouvernement du Premier ministre hongrois Viktor Orbán a proposé son aide à l'Iran après l'opération israélienne de sabotage des beepers du Hezbollah en septembre 2024. C'est ce que rapporte le journal Washington Post, qui a pu consulter les transcriptions d'appels entre des responsables hongrois et iraniens. À l'époque, le ministre des Affaires étrangères Péter Szijjártó s'est entretenu avec son homologue iranien Abbas Araghchi, évoquant la remise de certains documents au service secret iranien. Bref, pas un jour sans scandale, et ce, à seulement 2 jours des élections. Et voici une autre affaire. Il s'avère qu'en décembre dernier, la Hongrie et la Russie ont signé un plan secret composé de 12 points. C'est ce qu'écrit déjà Politico. Nos journalistes vous donneront tous les détails. Vance est venu sauver Orbán à 5 jours des élections législatives en Hongrie. Le vice-président des États-Unis s'est rendu dans le pays pour soutenir l'actuel Premier ministre. Vance est devenu le premier vice-président américain à se rendre en Hongrie au cours des 35 dernières années. Vance joue, au fond, le rôle de promoteur de luxe pour Orbán avant les élections. Et il doit aider à mobiliser l'électorat d'Orbán juste avant ce scrutin. Avec l'idée que, soi-disant, les États-Unis sont du côté d'Orbán, soutenez Orbán et vous serez amis avec les États-Unis. Le vice-président américain n'a pas tari d'éloges. Il a salué le leadership d'Orbán et l'a qualifié d'homme ayant fait plus que n'importe quel président et l'autre dirigeant en Europe pour le règlement réussi de la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Parallèlement, Vance a critiqué l'Union européenne, dénonçant une prétendue ingérence de Bruxelles dans les élections législatives. Il considère Orbán comme une force destructrice au sein de l'Union européenne qui permettrait, sinon de la démanteler de l'intérieur, du moins de l'affaiblir considérablement. Et cela permettrait aux États-Unis de dicter leur volonté à l'Union européenne en termes de tarifs et de coopération économique. Et globalement, c'est l'idéal de Trump dont il a souvent parlé, à savoir que l'Union européenne doit être détruite. L'Union européenne serait une organisation hostile aux États-Unis, elle doit donc être détruite. Orbán y contribue, c'est d'ailleurs l'un de ses principaux slogans, il s'opposera à Bruxelles. Je pense donc que c'est la raison majeure pour laquelle Orbán bénéficie d'un tel amour de la part de l'administration Trump. Il a aussi accusé une partie des services secrets ukrainiens de tenter d'influencer les élections aux États-Unis et en Hongrie. Comme on le voit, en principe, la maladie progresse et elle a déjà atteint Donald Trump et son vice-président. Ils cherchent partout des sorcières, des coupables d'ingérence dans les élections américaines ou européennes. Mais dans les faits, la seule chose prouvée, c'est que les Russes ont interféré dans l'élection où Trump a battu Hillary Clinton. C'est donc sans doute l'hôpital qui se moque de la charité. Dès le 12 avril, la Hongrie élira son nouveau Parlement. Ces élections sont cruciales pour la stabilité de l'Union européenne et les futures relations avec l'Ukraine. Viktor Orbán, dont le mandat de Premier ministre dure depuis 16 ans et est connu pour son orientation pro-russe, a mis en jeu tout son avenir politique.
Orban mène une campagne médiatique agressive qui regorge de désinformation. L'objectif principal est de convaincre les Hongrois de ne pas soutenir le reste de l'Europe dans l'aide à l'Ukraine. Sur les affiches électorales du parti Fidesz figurent les visages de Volodymyr Zelensky et de la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, qui entraînerait prétendument la Hongrie dans la guerre. C'est la signature des services secrets russes. Ils tentent très souvent d'utiliser le langage de l'intimidation dans la rhétorique électorale. Orban, en essayant de diaboliser à la fois Zelensky et les dirigeants européens, a tenté de créer une telle atmosphère de peur généralisée, de menace pour la Hongrie et de se présenter comme une sorte de sauveur. Mais, comme nous le voyons, réussir à duper la majeure partie de la population de son pays, Orban n'y parvient pas. Et tout cela se reflète très bien dans les sondages qui ne cessent de fondre. Viktor Orban est le dirigeant le plus pro-russe au sein de l'UE et de l'OTAN. Alors que la plupart des pays occidentaux tentent de s'isoler de l'agresseur, Orban continue de tisser des liens. Selon l'agence Bloomberg, le Premier ministre hongrois a proposé au dictateur russe Poutine son aide pour régler la guerre en Ukraine et l'a assuré de son amitié. De plus, en décembre, la Hongrie et la Fédération de Russie ont conclu un accord secret en 12 points visant à renforcer les liens avant les élections d'Orban, écrit Politico. Orban aime beaucoup l'argent, et la Russie est une source de revenus de corruption pratiquement illimitée, du moins pour un pays comme la Hongrie, des revenus qui iront personnellement dans sa poche et non dans le budget hongrois. Il s'avère que le Premier ministre pro-russe de Hongrie était lié à la mafia russe dans les années 90 et recevait des financements de sa part. De grosses sommes d'argent liquide ont été remises à Orban pour sa campagne politique, rapporte The Insider. Seulement maintenant, l'argent russe n'aide pas Orban. L'ère de son règne est menacée. Son parti, le Fidesz, perd face à l'opposition, le TISA. Orban se comporte, enfin, il ne se contente pas de se comporter. Il, en principe, est un dirigeant autoritaire qui se moque de la légalité, qui, en principe, ne suit aucune tradition démocratique. Il est donc évident que les fraudes, les ressources de l'État, l'usage des services secrets étrangers, surtout russes, tous ces outils conviennent à Orban, et il essaiera au maximum de s'accrocher au pouvoir. Un changement de parti au pouvoir signifierait non seulement un changement de Premier ministre, mais aussi un changement de cap de la politique étrangère de la Hongrie. Il ne faut pas attendre énormément de Magyar car il reste le dirigeant de la Hongrie. C'est-à-dire qu'à vrai dire, l'Ukraine n'a pas besoin de grand-chose de la part de la Hongrie. L'Ukraine ne s'attend pas à ce que la Hongrie devienne soudainement un pays pro-ukrainien. Pour l'Ukraine, il suffit que la Hongrie ne soit tout simplement pas un pays anti-ukrainien. Elle ne bloquait pas toutes les décisions ukrainiennes au sein de l'Union européenne, n'interférait pas, ne sabotait rien. Et je pense qu'à cet égard, il sera possible de s'entendre avec tout gouvernement hongrois qui ne soit pas celui d'Orban. Auparavant, les médias occidentaux écrivaient qu'Orban pourrait instaurer l'état d'urgence et tenter de reporter les élections, ou d'en contester les résultats, ce qui pourrait mener à une crise politique. L'amitié entre la Fédération de Russie et la Corée du Nord bat de l'aile. Les avions lancés pour les touristes russes de Moscou vers la Corée du Nord volent à vide. Au total, depuis juillet 2025, 9 vols ont été effectués sur la liaison Moscou-Pyongyang. Pourtant, il n'y avait pratiquement aucun touriste sur ces vols. Découvrez les détails et n'oubliez pas de liker cet épisode et de vous abonner à la chaîne YouTube Ukraine aujourd'hui. Les avions volent, mais les passagers ne sont toujours pas là. Des vols directs de Moscou à Pyongyang ont été lancés en 2025. Un projet touristique presque idéologique. En pratique, il s'est avéré que ces vols n'étaient que de la figuration. Les Russes ont été les premiers étrangers admis dans la nouvelle station balnéaire en 2025. Le premier voyage a eu lieu à la mi-juillet. Et apparemment, il n'y avait pas beaucoup de monde. Pendant 2 jours, nous étions absolument seuls, puis les locaux sont arrivés. Et bien sûr, c'était très surprenant de voir toute la station fonctionner pour 13 à 15 personnes. Seulement 9 vols en 6 mois. Et comme l'admettent des sources proches de la compagnie, il n'y avait pratiquement aucun touriste à bord. À la question sur le taux de remplissage, la réponse fut presque anecdotique. Il arrive que des places soient occupées. Une journaliste de Commerçante, du pool de Lavrov, a eu la même impression. Elle décrit des rues désertes et des touristes nord-coréens, probablement factices. L'avantage ici, c'est qu'il n'y a pas de touristes. C'est-à-dire que, par exemple, quand on va en Thaïlande, on y retrouve tout Moscou, pour ainsi dire. Pourtant, officiellement, il existe un flux vers la Corée du Nord. Près de 10 000 voyages au cours de l'année 2025. Mais si l'on y regarde de plus près, le tableau est moins impressionnant. Environ 1000 visites d'affaires. Environ 5000 autres sont des touristes, mais surtout des groupes organisés.
qui ne passe pas par Moscou mais par Vladivostok sur des vols de la compagnie nord-coréenne, et presque tout ce flux est contrôlé par un seul tour opérateur. En d'autres termes, le pont direct depuis Moscou, sur lequel on misait, s'est avéré tout simplement inutile. Pourtant, les attentes étaient bien différentes. Les autorités russes ont promu la Corée du Nord comme alternative aux destinations occidentales fermées. L'ouverture de la liaison aérienne a été qualifiée d'événement marquant. Ils assuraient que le flux de touristes ne ferait que croître. Pour cela, ils ont même ouvert une nouvelle station, Wonsan-Kalma, spécialement pour les Russes. Vous savez, je n'arrive toujours pas à croire que je suis dans une station balnéaire de luxe en Corée du Nord. Pouvez-vous imaginer cela? C'est cette même station de Wonsan-Kalma que Kim Jong-un a personnellement inaugurée. Là-bas, au loin, les Coréens crient. Et là où c'est vide, ce sont les étrangers. Ce batelier nous surveille. J'ai peur qu'il ne siffle là-bas. Mais l'enthousiasme n'a pas suivi. 5000 touristes par an. Un chiffre qui contraste particulièrement avec les presque 7 millions de Russes ayant choisi, par exemple, la Turquie. La raison n'est pas seulement l'exotisme de la destination. Un voyage en Corée du Nord est un tour strictement organisé sans aucun droit de se déplacer seul. Les touristes sont accompagnés de guides. Le programme est fixé à l'avance. Il est interdit d'y déroger. En fait, ce ne sont pas des vacances, mais un itinéraire minutieusement contrôlé. Et apparemment, l'idée de passer ses vacances dans de telles conditions n'a pas inspiré tout le monde. C'est parfois agaçant de voir les guides et le camarade major chuchoter sans cesse. J'ai tout le temps l'impression que c'est à cause de moi. Ils sont un peu paranoïaques. C'est rare de pouvoir juste rester là avec une ville nord-coréenne en arrière-plan. D'habitude, on me surveille tout le temps. Pourtant, le projet n'est pas abandonné. En 2025, l'État a alloué plus de 120 millions de roubles aux liaisons aériennes, dont des dizaines de millions pour la compagnie opératrice. Et même avec un remplissage quasi nul, les vols continueront si l'État le juge nécessaire. Au final, c'est un paradoxe. Il y a la destination, les avions, l'argent, mais pas de demande. Oh, vous avez entendu? Les amis, on a capté un bruit. Je ne sais pas ce que c'est. Un lancement de missiles ou autre. Selon les rumeurs, un site de missiles se trouve juste à côté. Mais les guides ne disent rien. Ils restent muets comme des carpes. Ah bon, et là on dirait qu'il s'est passé ce que je craignais. Dès qu'on s'est approché de quelques mètres de la plage coréenne, ils ont commencé à chasser les enfants. Cet homme fait partir les enfants pour qu'on n'ait aucun contact avec eux. On dirait que les Russes n'ont pas vraiment apprécié l'initiative. Et au lieu d'un itinéraire exotique passant d'un isolement à un autre, ils ont préféré des options de vacances bien plus habituelles.